Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci à Nicolas particulièrement de m'avoir proposé ce sujet qui me semblait finalement assez bateau pour commencer. Et puis, comme souvent, quand on cherche dans la littérature, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose et qu'il y a quelques surprises que ça nous réserve. Je n'ai absolument aucun lien d'intérêt avec cette présentation, puisque je suis audioprothésiste indépendant, mais je tenais à le signaler. Donc, quelques rappels, s'il était nécessaire de le faire, sur l'intérêt de la binauralité avec l'appareillage auditif, qui donc, la binauralité s'appuie sur deux récepteurs fonctionnels séparés, permettant l'audition binaurale. Donc, intuitivement, on comprend bien que s'il y a une symétrisation de cette audition, les indices permettant cette binauralité, qui sont donc des différences interorales de temps, de niveau ou de phase, sont bien analysés par le cortex auditif et permettent donc tous les mécanismes. S'il n'y a pas de symétrisation en Sony, avec l'appareillage auditif, même une perte auditive qui est symétrique initialement se comportera finalement comme une perte auditive asymétrique, avec des conséquences fonctionnelles qu'on va voir énumérées rapidement. Elles peuvent être auditives ou extra-auditives. Pour les auditives, évidemment, le premier point, c'est l'altération de l'extraction de la parole dans le bruit, pardonnez-moi, avec une intelligibilité donc qui est diminuée, qui est largement répertoriée dans la littérature, et donc une efficacité prothétique qui est moins bonne et qui mène a priori à une observance moins élevée avec toutes les composantes que ça peut induire chez le patient. Il y a également des erreurs de localisation spatiale à cause de cette asymétrie. Et puis pour les conséquences plutôt extra-auditives qui sont pas toujours ou mal étudiées, il y a donc un isolement social chez le sujet, un repli sur soi, une diminution de la qualité de vie, ça c'est bien répertorié. Et puis tous les mécanismes de compensation assujettis à cela, donc un effort d'écoute, consommation des ressources cognitives. Et donc, évidemment, chez ces patients, des ajustements d'orientation de tête avec des problèmes de posture et des problèmes d'équilibre qui sont rapportés de plus en plus. D'où l'intérêt donc de rétablir les indices acoustiques, ça nous semble évident et c'est donc un enjeu majeur et pour cela, ça nécessite l'équilibrage de la sensation sonore, donc il y a la notion d'isosonie qui apparaît et les termes utilisés pour cela sont variés. On retrouve un équilibre interauriculaire ou interoral ou un stéréoéquilibrage, le dernier étant l'équilibrage stéréoacousique qui me semble être le plus pertinent d'un point de vue lexical. Donc j'ai regardé ce qui se faisait en France. Donc c'est Frédéric Rambaud, Lionel Fontan et Christian Faugrab qui avaient réalisé ce travail d'état des lieux en France. Vous vous retrouverez dans les cahiers d'audition de 2017. Ils ont posé plusieurs questions donc à un panel d'audioprothésistes, dont une au sujet du stéréoéquilibrage. Voici les résultats sur la pratique courante, donc chez près de 300 audioprothésistes. La majorité disent le faire presque toujours ou souvent, alors que 39%, moins de la moitié du temps. Ils ont reproduit la même chose cette année, en ligne, un peu moins de participants, mais on a sensiblement les mêmes résultats à 5% près, donc les deux tiers, a priori, des répondants le réalisent. Je me méfie toujours de ce genre d'état des lieux, parce qu'on ne sait pas toujours si c'est représentatif de la pratique réelle. Forcément, il y a un biais de sélection quand les personnes répondent, et puis peut-être un biais aussi de réponse en voulant montrer qu'on fait bien faire, qu'on fait bien au quotidien. Ensuite, j'ai regardé dans les textes, et donc le texte du 10 août 2005 sur le matériel dont doit disposer l'audioprothésiste dans sa cabine dans la pratique courante. Et là, même dans le texte initial de 1967 qui régit notre profession, on retrouve bien un dispositif qui permet l'équilibrage des prothèses stéréophoniques. Un peu plus proche de nous, en 2018, pour la réforme, l'arrêté du 14 novembre, on retrouve dans l'alinéa 5 pour le suivi initial et le contrôle permanent d'appareillage auditif, de nouveau, un matériel d'équilibrage interoral. Et là, pour la première fois, une notion de fréquence de test apparaît pour la première année, en tout cas, puisque ça doit être réalisé une fois par an. Alors, j'ai regardé ensuite les protocoles qui existaient. Je me suis appuyé pour cela sur le précis d'audioprothèse du collège qui a finalement répertorie pas mal de choses. Et là, on trouve des choses très anciennes qui correspondent à peu près au moment des textes de loi. Par exemple, le test d'équilibrage interauriculaire de Decroix-de aussi, donc qui est inspiré des travaux de Fowler. Donc en réalité, un stimulus de 55 dBSPL en bande étroite est alternativement émis sur chacun des haut-parleurs. Puis ensuite, on fait le réglage interauriculaire. Puis ensuite, les deux haut-parleurs envoient un bruit blanc en phase et le patient doit bouger la tête pour vérifier les sonies ressenties. On doit donc vérifier un alignement des courbes vocales pour vérifier cet ajustement. Et puis, si c'est bien aligné, les auteurs rapportent une sommation binaurale par rapport à la stimulation monaurale. Un peu plus proche, Léon Daudelet, qui proposait donc un test d'équilibrage dynamique interauriculaire. Et là, donc, il utilise des ondes vocales filtrées, du matériel vocal, en fréquence, sur 3 fréquences, grave, médium, aigu. Vous voyez les fréquences à l'image,
pour 3 niveaux. Donc là, c'est pas un seul niveau, c'est 3 qui est utilisé pour les voix faibles, moyennes et fortes. Son système a évolué avec la procédure APA d'affinement de post-appareillage qui, a priori, pour moi, est le premier test post-appareillage qui propose vraiment des corrections précises avec l'appareillage auditif et c'est basé sur la combinaison de tests de localisation spatiale et de sensations sonores. Il utilisait pour cela un signal raster sur 6 fréquences de 500 à 4000 Hz. Le raster est un bruit rose dont la fréquence de modulation varie au rythme de l'enveloppe de la parole. Ensuite, on sait que chaque année, un certain nombre de travaux de nos étudiants sont réalisés sur le sujet. Je vous rapporterai ici rapidement les sujets de l'année dernière qui ont été soutenus sur les différentes écoles. Je sais qu'il y en a un certain nombre. Rien qu'à Lyon, Stéphane Gallego me disait qu'il y en avait eu 16 de corrections sur les dernières années. Donc, c'est finalement un travail très régulier qui ressort dans les travaux des audioprothésistes. Donc ensuite, je suis allé regarder dans la littérature. Et c'est là où je me suis surpris à ne strictement rien trouver en termes de résultats scientifiques dans des revues indexées. Alors, je fais vraiment allusion à l'audioprothèse. Je ne fais pas allusion à la bimodalité parce qu'on retrouve bien des choses sur des équilibrages de Sony entre implant cochléaire et appareillage contralatéral. Mais là, en audioprothèse pure, je n'ai rien trouvé du tout. Et ni de recommandation d'ailleurs de protocole des sociétés savantes. Donc j'étais bien embêté pour montrer des résultats, j'aurais pu montrer les miens, mais finalement individuellement ça me semble moins intéressant, moins puissant statistiquement. Et donc j'ai souvenir que la société Amplifon avait présenté des choses sur le big data, puisque c'est un travail qu'ils ont réalisé de 2018 à 2021 sur près de 77 000 patients, autant d'hommes que de femmes, des sujets relativement âgés, avec des pertes symétriques, une différence interorale inférieure à 15 dBHL. Donc le travail a consisté à une analyse de résultats de la prédiction de la compréhension dans le bruit à travers l'analyse du SNR pour 2 populations distinctes, ceux qui ont réalisé un équilibrage stéréo acousique et une autre population qui ne l'ont pas réalisé. Donc vous voyez en ordonnée les résultats pour la prédiction du SNR, donc plus le résultat est en bas et donc meilleur est le résultat obtenu. En bleu, ce sont les résultats individuels pour chaque patient pour les pertes légères, alors qu'en rouge, c'est pour les pertes sévères. Je remercie d'ailleurs Fabien Auberger au passage pour l'acceptation de pouvoir présenter ces résultats. Donc on voit quoi dans leur travail? Qu'il y a une amélioration qui semble importante de la compréhension dans le bruit lorsqu'on réalise le stéréoéquilibrage. Et que plus cette différence est d'autant plus importante que la perte est forte. Ensuite, ils sont allés regarder également l'impact moyen sur le SNR que peut avoir des indices comme la perte auditive, fréquence par fréquence, la durée d'utilisation, etc. Et donc le stéréoéquilibrage est le premier facteur appareillé qui permet d'améliorer la compréhension dans le bruit, bien devant, vous le voyez, le type de fournisseur utilisé ou même la gamme de l'appareillage. Donc je me suis quand même demandé pourquoi un tel écart entre finalement quelque chose qui nous semble évident, des choses qui sont répertoriées au quotidien, et finalement rien dans la littérature. Je me suis peut-être dit que c'était à cause de difficultés protocolaires pour mettre en place cette évaluation, soit par rapport à des questions de niveau qu'on doit utiliser, ou même de type ou de durée de signaux, la configuration audiométrique qu'on doit faire, à laquelle on doit faire appel, la consigne qui peut être différente, les procédures d'évaluation, la reproductibilité qui est un point quand même essentiel, les limites qu'on peut y retrouver, ça peut expliquer également ce genre d'absence de littérature, le moment auquel on doit le réaliser, qui c'est très discuté, et les critères de jugement. Alors je vais passer extrêmement vite parce que je voulais détailler tout ça, ça va être un peu frustrant, mais j'ai répertorié rapidement les différents types de signaux, avantages et inconvénients. Bon, les sons purs en champ libre, on va considérer que pour des raisons d'ondes stationnaires et des risques de reconnaissance de traitement du signal des appareils, ils sont vraiment à bannir. Donc dans le travail que j'ai fait, il me semblait intéressant de rapporter donc soit des sons purs vobulés, soit l'utilisation de bandes étroites de bruit avec des niveaux de résolution, comme vous pouvez vous imaginer, ils sont différents. À quel niveau? Donc j'imagine que on est tous d'accord que comme on a affaire à des appareillages avec des gains adaptatifs suivant les différents niveaux d'entrée, il vaut mieux éviter d'en faire qu'un seul, encore moins au niveau du seuil liminaire qui présente un intérêt que relatif, ça ne donne qu'une information parcellaire de la situation. Et comme ces patients dépendants, même fréquences dépendants, il y a 2 stratégies. Soit on va évaluer la mesure réellement la dynamique du patient au travers d'un test qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui était très précis, qui présente beaucoup d'intérêt, c'est le test LGOB.
Et donc, on peut choisir vraiment le niveau confortable, le niveau faible, le niveau fort qu'on veut utiliser pour chacun des patients, même fréquence par fréquence. Ou alors, on se dit tout simplement qu'on va se baser sur les niveaux d'entrée accessibles dans les logiciels fabricants pour pouvoir mieux les régler. Donc, 45-50 dB SPL pour un son faible, 60-65 pour un moyen, et pour un fort, ce serait 80-85 dB SPL. La configuration dans la cabine, évidemment, elle peut se poser. Soit on a un mono-haut-parleur qui est plutôt frontal, soit on peut avoir des dispositions multiples avec des haut-parleurs latéraux ou multi-azimuts. Sur les deux derniers, il y a des questions d'angle, il y a éventuellement d'interférences inter-haut-parleurs qui pourraient se produire. Donc peut-être que la première configuration serait la meilleure. Quelles consignes donner aux patients? On a deux stratégies à nouveau. Enfin, il y en a plusieurs, mais je vous en rapporte deux. Soit il y a l'évaluation de la latéralisation. Finalement, c'est un test de Weber, mais qu'on réalise en champ libre. On demande aux patients de nous dire s'ils sont plutôt à gauche, à droite ou plutôt au centre. On peut s'appuyer sur ce genre de visuel pour aider les patients. Ou alors, la deuxième technique, c'est plutôt la sonie. Évaluer s'il y a un côté qui est plus fort que l'autre et à nouveau utiliser ce genre de graphique pour faciliter le travail. Alors par contre, quelle procédure? Est-ce qu'on augmente le côté qui est le moins puissant? Est-ce qu'on baisse celui qui est le plus puissant chaque fois que vous le faites et on est amené au quotidien à avoir ce genre de réflexion? C'est à discuter. Quelle reproductibilité qui est essentielle en science? Est-ce que ce test, on peut reproduire, avoir sensiblement le même niveau de résultats? Il y a des biais de mesure, évidemment. On sait pertinemment, quand on le fait en routine clinique, que parfois on ne touche pas et on revient sur la zone fréquentielle qu'on veut équilibrer et le patient trouve que c'est à nouveau équilibré alors qu'auparavant il disait que c'était latéralisé. Donc un effet placebo ou au contraire un effet nocebo qui est l'inverse. Donc on intervient et finalement c'est moins bien pour le patient que si on n'était pas intervenu. Quelle limite? Il y a une limite d'âge qui peut apparaître chez nos patients, avec des capacités évidemment cognitives qui peuvent être différentes d'un sujet à l'autre, des niveaux de perte qui peuvent se discuter avec des difficultés de le faire en fonction de la perte, et puis d'asymétrie. On sait que plus la perte est asymétrique, plus les dynamiques dans chacune des oreilles est différente, et donc plus c'est délicat de venir faire un équilibrage. L'idée du moment aussi est discutée dans le processus d'appareillage, du bilan initial à la livraison jusqu'au suivi permanent de l'appareillage. Est-ce qu'on le fait dès la livraison de l'appareillage auditif? Est-ce qu'on doit attendre pour un processus d'adaptation et donc le faire finalement au niveau de la validation au bout d'un mois d'essai? Est-ce qu'il faut attendre un peu plus pour des mécanismes plus importants, pour vraiment bien évaluer les choses à 3 mois, à 6 mois, à 1 an? Et puis quid ensuite du suivi à partir de la deuxième année? Quels seront nos critères de jugement? Est-ce que c'est simplement finalement un ressenti patient sur lequel on va s'appuyer? Est-ce qu'on peut faire appel à des questionnaires? Est-ce qu'on doit faire appel à des questionnaires, le faire avant, après pour évaluer la chose? Ou finalement la compréhension dans le bruit, si ça doit être amélioré? Ou la localisation spatiale, si on est équipé et si on a envie de passer du temps à faire cela? Ou d'autres choses, si on trouve que ces tests ne sont pas suffisamment sensibles pour évaluer ce qu'on est en train d'évaluer. Donc en conclusion, j'étais très surpris en traitant le sujet finalement de retrouver une très forte dichotomie entre l'existence du concept de stéréoéquilibrage et l'intérêt majeur en termes de réhabilitation auditive qu'on peut y voir, et puis l'absence de données absolument flagrantes, de résultats cliniques et de recommandations dans la littérature scientifique. Les explications, j'ai essayé de vous les balayer très rapidement. Peut-être que le fait qu'il y ait des protocoles multiples avec des biais de mesure éventuels et des difficultés de démonstration de ce qu'on fait peut en être à l'origine, mais une absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Donc je pense qu'il serait nécessaire, en tout cas c'est les recommandations que je donne aujourd'hui, de s'y intéresser, surtout qu'avec un ratio durée de test et amélioration potentielle chez le patient, je pense qu'on ne devrait pas s'en passer. Et d'ailleurs, j'invite les audioprothésistes ou les étudiants qui sont dans cette salle à réfléchir et à monter des études multicentriques à grande échelle pour être beaucoup plus puissants statistiquement. Et peut-être on pourrait publier dans des revues indexées, je pense au CPP du collège dont on vous a parlé hier, qui peut être une bonne opération pour montrer cela et vraiment expliquer à quel point c'est important de faire ce travail de stéréoéquilibrage. Merci beaucoup. Les références sont juste derrière si vous le souhaitez. Merci Morgan pour cette présentation. Il y a une question qui est sur la base de cette présentation et de ton expérience surtout. Comment tu adaptes les procédures d'équilibrage selon que tu es confronté à une surdité symétrique? On a parlé de quelqu'un qui a une surdité parfaitement symétrique ou une surdité avec une asymétrie plus conséquente? Alors pour l'asymétrique, comme je vous le disais, c'est un peu plus complexe évidemment, surtout quand on a des fortes asymétries. Parfois, c'est pas réalisable. Mais donc, je vais plutôt traiter du symétrique. J'ai donné quelques points de réflexion, mais moi, je travaille toujours au parleur frontal. J'essaie de faire du narrowband ou du son vobulé. Généralement, c'est plutôt du narrowband que je fais en routine clinique pour 3 niveaux.
Et puis donc, j'utilise un support visuel pour aider le patient, comme je disais. Et donc, j'essaie d'être vraiment très rigoureux sur le protocole. Mais encore une fois, j'ai quand même la sensation qu'il y a beaucoup d'écarts de résultats en fonction de comment on donne les consignes, qu'est-ce qu'on dit aux patients et comment on le fait. Donc, je pense que vraiment, c'est un sujet sur lequel il faut travailler et montrer le bénéfice pour le patient, parce qu'il peut être, à mon avis, vraiment très important. On l'a vu devant une gamme d'appareils, une durée d'utilisation ou plein d'autres éléments qui nous paraissaient essentiels. Donc, vraiment, je pense que c'est primordial. Et en pratique, à quelle intensité tu les fais? Parce que tu les as montrés sur l'ISS, mais tu as parlé du LGOB aussi. Oui. Donc, à quelle intensité tu fais les mesures? Moi, je fais 45, 60, 80 SPL. Après, encore une fois, c'est pas parce que je fais ça que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que ça se discute largement, et pour en avoir parlé avec un certain nombre d'entre vous, je vois que les pratiques sont extrêmement différentes. Parfait. Merci à tous les orateurs, oratrices de la matinée, et on va pouvoir profiter de la pause.